Eh bien, ce sont d'excellentes questions. En effet, un premier défi est celui de la mise au point et du développement et de la production des vaccins. Mais si ces deux étapes sont nécessaires et fondamentales, elles ne sont pas suffisantes. En effet, un vaccin dans un flacon, ça ne peut pas contrôler une épidémie. La troisième étape est donc la vaccination elle-même. Et ceci amène à de nouvelles questions. Est-ce que le vaccin peut être distribué et administré largement aux populations qui en ont besoin, de manière à, premièrement, les protéger, eux, contre la maladie, et, deuxièmement, limiter le mieux possible la propagation de la maladie infectieuse? Ces trois étapes comportent chacune des défis à relever et des obstacles à dépasser. Ah, ça tombe bien, j'ai un exemple fantastique à raconter, celui du vaccin contre la méningite A en Afrique subsaharienne, ça veut dire en Afrique à partir du Sahara, donc depuis la Tunisie et le Maroc jusqu'en bas. C'est une belle histoire parce que c'est celle d'un effort collectif pour mettre un vaccin efficace et sûr à la disposition des pays pauvres à un prix qu'ils peuvent payer. En effet, parfois les vaccins existent, mais ils ne sont pas disponibles pour les populations des pays pauvres à cause de leur coût ou à cause des exigences de leur manipulation. Certains, par exemple, doivent être gardés dans des températures très, très froides. Alors, dans le cas du vaccin contre la méningite A, une collaboration internationale avec un partenariat entre le secteur public, le secteur privé et des organisations philanthropiques s'est mise en place pour dépasser ces obstacles. Alors, la méningite épidémique est une maladie infectieuse qui frappe, ou au moins qui frappait chaque année, les pays de l'Afrique subsaharienne, dans une large bande qui va de l'est à l'ouest, qu'on appelle la ceinture de la méningite. Pendant plusieurs années, on a vu chaque année un nombre énorme de cas. La méningite épidémique est due à une bactérie, le méningocoque. C'est une maladie très grave. La mortalité est importante, 10%. Ça veut dire 1 sur 10 meurt. Très souvent, les enfants survivants gardent des séquelles graves. L'impact aussi sur la famille et sur la communauté entière est catastrophique. L'épidémie arrive à des époques spécifiques de l'année, à des périodes où un vent bien spécifique qui souffle dans la ceinture de la méningite, qu'on appelle l'harmattan, qui est un vent qui vient pendant quelques mois et qui, en fait, rend toute l'atmosphère opaque, brun. Et c'est pendant la période de l'harmattan que la méningite épidémique se développe. Alors, comme c'est pendant une période très spécifique, tous les cas arrivent en même temps. Et cela met en échec les systèmes sanitaires parce qu'il y a beaucoup de malades en même temps dans des endroits pauvres où en fait il y a très peu de médecins, très peu d'infirmières et les systèmes sanitaires sont débordés. Le méningocoque A qui circulait en Afrique subsaharienne n'était pas le même que celui qui circulait en Europe et aux États-Unis, où on trouvait plutôt le méningocoque C, un autre micro-organisme de la même famille. Alors, avant 2001, les producteurs de vaccins avaient développé des vaccins contre le méningocoque C, mais ils n'étaient pas intéressés par la production de vaccins contre le méningocoque A. Pourquoi? Tout simplement parce que les gouvernements africains étaient trop pauvres pour les payer. On a mis 10 ans à développer le vaccin, mais les essais cliniques ont montré qu'il était bien toléré, qu'il était sûr, donc qu'il provoquait une réponse immunitaire forte et de longue durée. Ça veut dire que les personnes vaccinées étaient protégées à la fois contre la maladie, ils étaient protégés eux-mêmes et de plus, ils ne transmettaient pas la bactérie aux autres. C'est ainsi qu'en 2010, au Burkina Faso, le lancement officiel de la vaccination a eu lieu sur toutes les personnes de 0 à 29 ans, soit 3 millions de personnes qui ont été vaccinées en 10 jours. En 2015, déjà plus de 200 millions de personnes avaient été vaccinées. Alors, comme on voit sur le graphique, il y a une diminution drastique de la méningite A. Et en 2015, on avait déjà presque plus de méningite A dans la ceinture africaine de la méningite.
Alors, nous avons un bel exemple qui démontre le miracle de la vaccination. Alors, ce n'est pas au Burkina Faso, mais dans un autre pays, le Tchad, que le vaccin a d'abord été administré dans la région de la capitale, N'Djamena, et ceci essentiellement pour des raisons logistiques. Alors, donc, en 2011, on vaccine à N'Djamena. Le résultat est visible déjà un an après. Et dès 2012, pas d'épidémie de méningite à N'Djamena. Au contraire, on continue à avoir des épidémies dans le reste du pays où on n'avait pas vacciné. Du coup, on vaccine le reste du pays en 2012 et les cas disparaissent de la totalité du pays. Il ne s'agit pas donc de variations annuelles qui sont normales, mais c'est bien le vaccin qui a permis d'éliminer la méningite A. Ces campagnes ont eu un succès énorme. L'acceptation des populations et donc la couverture vaccinale a été très élevée. On n'a pas eu d'effet de cas graves de méningite A, pas d'effet secondaire du vaccin, des coûts vaccinaux raisonnables, un grand succès donc. Mais c'est très bien, on a pu éliminer le méningocoque A. Mais ce méningocoque A n'est pas le seul agent bactérien dans la stature de la méningite, évidemment. Et puis, en fait, quand on a éliminé le A, dans la gorge des enfants qu'il colonisait pendant la période de l'harmattan, en fait, tout d'un coup, il n'y avait plus de méningocoque A. Donc, ça fait un vide, ça fait une place. Et dans cette place, il y a eu d'autres formes qui, avant ça, ne circulaient pas vraiment puisqu'il y avait du A. Donc, des formes de méningite B et C qui ont pris la place du A. Alors, l'augmentation des cas de méningite du sérogroupe C présente un nouveau défi et il faut donc maintenant travailler pour mettre en point un nouveau vaccin qui inclut aussi des composés comme le méningocoque C qui protégera contre ces agents pathogènes qui continuent à causer une méningite, mais de façon beaucoup, beaucoup moins importante qu'avant l'introduction du vaccin. Alors, il faut bien faire la différence entre l'éradication d'un agent pathogène, c'est-à-dire il n'existe plus nulle part sur la surface de la Terre, et le contrôle d'une maladie. Alors, la variole, qui est une maladie que vous n'avez jamais connue, n'existe plus grâce à la vaccination. Et le virus de la variole n'existe plus non plus. Il a été éradiqué. Mais c'est le seul exemple à ce jour, même si on espère que bientôt, la poliomyélite, elle aussi, sera éradiquée. Mais pour le reste, les agents pathogènes existent toujours, mais les maladies qu'ils provoquent sont sous contrôle grâce à la vaccination. Les vaccinations ont ainsi réduit la fréquence, la gravité et la mortalité de plusieurs maladies épidémiques infectieuses de façon très significative. Même si la maladie est devenue rare, une épidémie peut toujours ressurgir, puisque le virus ou la bactérie est toujours présente. C'est arrivé en France avec la rougeole. En effet, entre 2008 et 2011, 14, 15, des épidémies de rougeole ont réapparu. Il y a même eu un gros pic en 2008. Ça veut donc dire qu'il faut continuer à vacciner. Le mécanisme qui permet à une épidémie de ressurgir a été bien étudié par les chercheurs. Il y a plusieurs paramètres. Le premier paramètre est la présence d'îlots de non-vaccination, des groupes qui sont non vaccinés, parce que cela entretient des réservoirs de personnes qui ne sont pas protégées. Dans le cas de l'épidémie de rougeole en France, des études ont montré que certains de ces îlots étaient localisés autour d'écoles catholiques sectaires, mais ça pourrait être autour d'autres sectes, évidemment, qui prônent une doctrine anti-vaccinale très poussée et font pression sur les parents pour ne pas faire vacciner leurs enfants. Donc, premier paramètre, les îlots de non-vaccination. Le deuxième paramètre est le taux général de couverture vaccinale qui est insuffisant dans la population et qui permet d'avoir des épidémies. Alors, encore, prenons l'exemple de la rougeole. Alors, il y a un nombre dont on parle beaucoup. Alors, ce nombre, on l'appelle R0. Alors, pour la rougeole, il est très grand, entre 12 ou 18.
comparé vers 5 pour le SARS-CoV-2 qui induit le Covid. Alors, le R0 représente le nombre théorique de personnes qu'une personne malade peut contaminer. Alors, avec un taux, un R0 entre 12 et 18, ça veut dire que théoriquement, chaque personne qui n'était pas vaccinée et qui tombe malade peut en contaminer entre 12 et 18 s'il se trouve au milieu de gens qui ne sont eux aussi pas vaccinés. Alors, ce chiffre R0 permet aussi de calculer le taux de couverture vaccinale nécessaire pour protéger la population entière. Pour la rougeole, parce que le R0 est si élevé, il faut environ 95% de couverture vaccinale pour que la maladie ne survienne plus. Ça veut dire qu'il faut que presque 10 personnes sur 10, il faut que 95 personnes sur 10 soient immunisées. Alors, il suffit évidemment que la couverture vaccinale descende un peu en dessous, à 80 ou 85%, qu'on dit qui est quand même pas si mal. Eh bien, ce n'est pas suffisant pour la rougeole et on voit arriver des pics d'épidémie. Malheureusement, ces pics d'épidémie frappent les petits-enfants, ceux qui ne sont pas encore vaccinés, parce que le vaccin contre la rougeole n'est pas donné avant 9 mois. Or, une rougeole chez un bébé de 6 mois peut être très grave, même catastrophique. Absolument, c'est ça. On ne se vaccine pas uniquement pour se protéger soi-même. On se vaccine aussi pour protéger les autres. Il faut bien se rendre compte que la vaccination, c'est l'affaire de tous. Un vaccin doit être sûr, sans risque, et on fait tout pour qu'il le soit, grâce aux tests auxquels il est soumis, au suivi continu des effets secondaires qui peuvent arriver, et aux règles strictes des agences d'évaluation qui donnent les autorisations à chaque vaccin ou qui peuvent décider de l'arrêter. Mais il faut parler vrai, il n'y a jamais une situation sans aucun risque, même très faible. Le risque zéro, ça n'existe pas. Il y a donc parfois une tension entre la prise d'un tout petit risque personnel, pour moi, si je me fais vacciner, et le bénéfice pour toute la société. Mais bien sûr, dans le cas de la vaccination, nous espérons tous que l'intérêt de tous devrait passer en premier.